Je ne sais même pas pourquoi j'enregistre ceci, peut-être pour laisser une trace, pour que quelqu'un un jour comprenne, ou peut-être simplement pour mettre de l'ordre dans mes propres pensées, maintenant que le silence est revenu. Les gens voient ce domaine. Ils voient les grilles en fer forgé, les pelouses qui s'étendent comme un tapis vert, la pierre ancienne du château qui capte la lumière du matin. Ils voient la réussite. Ils voient Antoine Dubois, l'homme qui est parti de rien, le milliardaire. Ils ne voient pas le vide, l'écho de mes pas dans ces couloirs immenses. Ils ne sentent pas le froid de la solitude qui s'est installée ici bien avant que je ne tombe malade. J'ai passé 50 ans de ma vie à bâtir un empire. Brique après brique, contrat après contrat. J'ai cru que construire était la seule chose qui comptait, que la solidité de la pierre me protégerait. Et puis, Éléonore est partie. Ma femme, Éléonore, c'était elle, l'âme de cette maison. Moi, je bâtissais les murs, mais c'est elle qui en faisait un foyer. Ce jardin, ce n'est sans pas le mien, c'est le sien. Elle l'a dessiné, elle a choisi chaque arbre. Elle disait que c'était sa façon à elle de prouver que la beauté pouvait naître de rien. Comme nous, depuis 5 ans, je ne fais que ça. Je marche, je m'occupe de ces roses, c'est la seule conversation qui me reste. Enfin, ce n'était pas la seule. Il y avait la famille, ma sœur, Amélie, et son fils, mon neveu, Victor. Il venait me voir. Oh, oui, régulièrement. Il m'apportait des gâteaux que je ne mangeais pas. Il me posait constamment des questions sur ma santé avec une inquiétude si mal jouée. Je n'ai jamais été stupide. C'est comme ça que j'ai bâti cet empire. Je sais lire les gens. Je voyais les yeux d'Amélie. Il ne regardait pas les tableaux au mur. Il les estimait. Elle ne voyait pas la beauté. Elle voyait l'argent. Je voyais les mains de Victor toujours agitées, son regard qui glissait sur mes voitures, mes montres. Il ne voyait en moi qu'un portefeuille vide, un obstacle entre lui et la vie facile qu'il pensait mériter. Mais c'était ma famille. Le sang, le seul qui me restait. Alors, je fermais les yeux, je payais les dettes de jeu de Victor encore et encore. Je finançais le style de vie absurde d'Amélie. Je tolérais, je me mentais à moi-même. Je pensais que c'était le prix de la loyauté. J'avais tort. Le moment de vérité. L'instant où le voile se déchire. Ce n'était pas un grand drame, c'était clinique, l'opération. Rien de grave, m'avait dit le médecin. Une intervention de routine, mais mon corps, fatigué, a mal réagi. Je suis resté alité, faible, dans cette brume cotonneuse des analgésiques, et c'est là qu'ils sont venus. J'étais dans mon lit, je ne dormais pas. Mais mes yeux étaient clos. Je flottais. Ils sont entrés. Ils pensaient que j'étais inconscient. J'ai entendu des bribes et des chuchotements. La voix d'Amélie, impatiente, aigre. Elle se plaignait que je traînais, que cette convalescence était une perte de temps, qu'elle avait des projets. Et Victor parlait d'argent. Il parlait de vendre des actifs. Il parlait de la piscine. Une piscine à débordement, juste là, à la place de la roseraie d'Éléonore. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas ouvert les yeux, je suis resté là, immobile. J'ai écouté la nécrologie de mon vivant, j'ai écouté comment ils allaient vendre mes souvenirs, comment ils allaient effacer la seule chose qui comptait encore pour moi. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, ni même de la tristesse, c'était du froid, un vide absolu. La réalisation que j'étais et que j'avais toujours été complètement seul. L'idée est née dans ce silence glacial. Ils me voyaient déjà mort, ils voulaient mon héritage, très bien. J'allais leur donner ce qu'ils voulaient, j'allais voir jusqu'où ils iraient. Une semaine plus tard, j'étais miraculeusement sur pied. Je les ai convoqués, je leur ai annoncé mon départ, un long voyage, une clinique privée en Suisse pour un repos indéterminé. Je leur ai dit que je ne voulais voir personne, que mon notaire, Maître Durand, un homme de confiance, gérerait tout. Leur visage, le soulagement combattait la fausse inquiétude. C'était répugnant. Ils m'ont conduit à l'aéroport. Ils m'ont presque poussé dans l'avion. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Maître Durand, qui était dans le secret, m'attendait à Genève avec un billet retour pour une autre ville. 3 jours plus tard, un homme s'est présenté à la grille de service du domaine.
Un homme que personne ne connaissait, la cinquantaine, des vêtements usés, des mains calleuses, un certain Manu. J'ai été engagé comme jardinier adjoint. Mon propre chef jardinier, un homme bon, mais qui ne m'avait vu que 2 fois en 10 ans, n'y a vu que du feu. Quand vous avez de l'argent, les gens regardent votre costume, votre voiture, ils ne regardent jamais votre visage. Enlevez le costume et vous devenez invisible. Devenir Manu a été une révélation. Je n'étais plus Antoine Dubois. J'étais le vieux qui taille au laisser, et quand vous êtes invisible, vous voyez tout. Amélie et Victor ont pris possession des lieux. Mon premier contact avec Victor, il est arrivé à toute vitesse dans sa voiture de sport. Ma voiture de sport. Il a failli me renverser, moi, qui étais agenouillé près des massifs. Il est sorti, furieux. Il n'a pas présenté d'excuses. Il m'a ordonné de garer sa voiture, avant de me jeter les clés aux pieds, sur le gravier. J'ai ramassé les clés. Mes clés, le mépris dans ses yeux. Ce n'était même pas personnel. C'était le mépris pour ma fonction. J'ai serré les dents et j'ai obéi. Amélie, elle, me parlait comme à un meuble. Elle passait devant moi, au téléphone avec ses amis, se vantant d'avoir enfin la maison pour elle. Elle se plaignait du bruit de mes outils, mais au milieu de ce cloaque moral, il y a eu Sophie. Une jeune fille, une étudiante engagée pour l'été comme aide en cuisine. Une parente éloignée, si éloignée qu'elle l'ignorait elle-même. Je m'étais assis sur un banc, à l'écart, pour déjeuner. J'étais couvert de terre. Elle s'est approchée, timidement. Elle m'a tendu une assiette chaude avec le ragoût du personnel. Elle m'a dit qu'elle avait vu comment on me traitait et que ce n'était pas juste. Elle m'a dit que je faisais du beau travail. Elle a regardé les roses et elle a vu ce que je voyais. Elle a vu la beauté, pas le prix. Sa gentillesse m'a bouleversé. Elle a failli tout arrêter. J'ai failli abandonner ce plan sordide. Mais j'ai vu comment Victor la regardait. Il a essayé de charmer la jeune fille. Avec cette arrogance lourde qui lui est propre, elle l'a repoussée, gentiment mais fermement. Et j'ai vu la vexation de Victor se transformer en méchanceté. Quelques jours plus tard, une bouteille de vin de grande valeur a disparu de la petite cave. Amélie a fait une scène. Victor, l'air grave, a immédiatement suggéré que c'était la nouvelle, la petite de la cuisine. Sophie, ils l'ont convoquée. Elle pleurait, elle ne comprenait pas. J'étais là, silencieux, dans un coin du hall, et je suis intervenu. De ma voix de Manu, j'ai humblement demandé à Amélie si elle parlait du 82. Elle m'a regardé, surprise qu'un jardinier s'en mêle. J'ai expliqué que j'avais vu Maître Durand, lors de sa dernière visite, en prendre une bouteille pour l'étudier, et qu'il l'avait sans doute laissée dans le bureau. Vérification fut faite, la bouteille était là. Sophie était innocentée. Victor m'a lancé un regard de haine pure. Ce n'était plus du mépris, c'était personnel. J'avais gâché son petit jeu cruel. J'avais besoin d'une dernière preuve. J'ai pris mon vieux portefeuille de Manu, j'y ai glissé 2 billets de 100 €. Une somme énorme pour un jardinier. J'ai fait semblant de le faire tomber sur l'allée que Victor empruntait toujours. Je me suis caché dans les buissons. Je l'ai vu. Il est arrivé. Il a vu le portefeuille. Il a regardé autour de lui. Personne. Il l'a ramassé. Il l'a ouvert. Il a vu l'argent. Il a souri. Il a pris les billets, les a mis dans sa poche et a jeté mon portefeuille vide dans les massifs de fleurs. Le vol ne m'a pas surpris. C'est le geste, le mépris. Mon plan avait besoin d'un dernier élément de tension. Il est arrivé sans que je le demande. Madame Girard, l'ancienne gouvernante. Elle m'avait connu pendant 20 ans avant de prendre sa retraite. Elle était revenue pour chercher des affaires oubliées. Je ne m'y attendais pas. Je suis sorti de la serre. Elle m'a vu, de loin. Elle s'est arrêtée. Elle a plissé les yeux. Elle s'est approchée de moi. Je sentais mon cœur battre. Elle m'a regardé fixement. Elle m'a dit que mon visage lui rappelait quelqu'un. Terriblement. Elle cherchait le nom. J'ai bafouillé quelque chose, une excuse, un outil à chercher, et j'ai fui. Je me suis caché dans la remise pendant 1 heure, terrifié à l'idée qu'elle prévienne Amélie. Heureusement, elle est partie, mais ce fut un choc. Mon invisibilité n'était pas totale. Il fallait agir vite. J'étais prêt.
J'ai attendu que Victor soit dans le salon, la fenêtre ouverte. J'ai commencé à parler à Sophie, qui travaillait à proximité. Je lui ai raconté la légende du domaine, l'histoire que j'avais inventée, le premier propriétaire, la paranoïa, l'or caché et l'hameçon. Je lui ai glissé comme un secret que l'autre jour, en bêchant près du vieux chêne, j'avais trouvé une étrange pièce ancienne. J'ai vu l'ombre de Victor s'immobiliser derrière la vitre. L'appât était lancé. Ils ont mordu la nuit même. Je les observais depuis la fenêtre de ma cabane, Amélie et Victor, avec des pelles. C'était grotesque, pathétique, ma sœur en robe de chambre, à quatre pattes dans la boue. Mon neveu, creusant comme un forcené. Ils ont saccagé la pelouse. Ils ont piétiné le parterre d'azalées d'Éléonore. Ça, je ne le pardonnerai pas. C'était une profanation. Et ils ont creusé pendant 1 heure, pour rien. Quand ils ont compris qu'il n'y avait pas de trésor, leur frustration s'est transformée en rage. Et cette rage, elle avait besoin d'une cible. Je les ai entendus, leur voix portée dans la nuit. C'était de ma faute, c'était moi le plouc. Puis l'idée a germé dans l'esprit de Victor. Si le trésor n'était plus là, c'est que je l'avais déjà trouvé. J'étais devenu un voleur qui avait volé leur trésor. Je suis retourné me coucher, je savais ce qui allait se passer. Ils allaient me faire tomber. Le lendemain, Amélie m'a fait appeler dans le grand salon. Son ton était formel. Le piège était en place, mon piège et le leur. Quand je suis entré, ils étaient tous là, Amélie et Victor, visage grave, jouant l'indignation, et Maître Durand, mon notaire, l'air sévère. Je lui avais demandé d'être là. Ils avaient aussi fait venir Sophie, comme témoin. La pauvre enfant tremblait. Amélie a pris la parole. Elle a joué la grande dame offensée. Elle a annoncé à Maître Durand qu'un vol terrible avait été commis. L'étui à cigares en argent de notre père. Puis Victor a joué sa partie. Il a déclaré que, soupçonnant le nouveau personnel, il avait fait une vérification et qu'il avait trouvé l'objet caché dans ma cabane. Il l'a posé sur la table. Mon étui, mon propre étui. Sophie a blêmi. Elle a essayé de protester, de dire que j'étais incapable d'une telle chose. Amélie l'a fait taire d'un regard glacial. Puis Amélie s'est tournée vers Maître Durand. Elle a exigé, au nom de son frère absent, que je sois non seulement renvoyé sur le champ, mais que l'on appelle la police. Le silence dans le salon était total. Amélie et Victor savouraient leur triomphe. Je n'ai rien dit. J'ai regardé Maître Durand. Et Maître Durand, d'une voix parfaitement calme, s'est adressé à ma sœur. Il lui a répondu qu'il ne pouvait pas faire cela. Amélie a été surprise. Elle a demandé pourquoi. Le notaire a expliqué que, selon mes instructions formelles, seul le propriétaire du domaine avait le pouvoir de renvoyer le personnel. Victor a ri, un rire nerveux. Il a rétorqué que son oncle était en Suisse. Et Maître Durand a répondu, en me regardant fixement, « Non, monsieur, le propriétaire est dans cette pièce. » J'ai vu leur regard, chercher. Ils ne comprenaient pas. Je me suis avancé, lentement. J'ai enlevé ma casquette sale. Je me suis essuyé les mains sur mon pantalon de travail. Je me suis approché de la table. J'ai pris l'étui à cigares. J'ai senti le poids familier de l'argent dans ma paume. Et j'ai parlé, non pas avec la voix de Manu, mais avec la mienne. J'ai demandé à Amélie si elle se souvenait de cet étui. Je n'oublierai jamais son visage. L'horreur pure, comme si elle voyait un mort se relever. La couleur a quitté son visage. Victor a reculé d'un pas. Sa bouche s'est ouverte. Il a bafouillé. Il a dit que c'était un test pour voir si le personnel était honnête. Je lui ai demandé si planifier ma mort était aussi un test. Je lui ai demandé si détruire le jardin de ma femme pour un trésor imaginaire était un test. Je lui ai demandé si piéger un vieil homme avec son propre bien devant son propre notaire était le test final. Amélie s'est effondrée sur une chaise. Je n'ai pas crié. Je suis resté parfaitement calme. Je me suis tourné vers Maître Durand. Il avait les documents prêts. Je leur ai annoncé que leur rente était coupée, que leur accès au domaine était révoqué, définitivement. Je leur ai donné 1 heure. Amélie a tenté de m'appeler frère. Je lui ai répondu que ma sœur était morte pour moi dans cette chambre d'hôpital. J'ai appelé la sécurité, qui attendait dans le couloir comme convenu. Je ne les ai pas regardés partir. Le silence est revenu dans le salon.
Il ne restait que maître Durand, Sophie et moi. La jeune fille a été pétrifiée. Je me suis approché d'elle. Elle a eu un mouvement de recul. Elle avait peur de moi. Je lui ai dit de ne pas avoir peur, qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle m'a regardé. Elle a regardé mes mains sales, mes vêtements de jardinier, puis mon visage. Elle a compris. Je lui ai dit qu'elle avait été la seule à voir un être humain et non un portefeuille ou un serviteur. J'ai demandé à maître Durand l'autre document. Je lui ai annoncé que ses études de droit étaient entièrement financées et que le reste, cette maison, ce jardin, ils avaient besoin d'un gardien, quelqu'un qui aimait les roses. Maintenant, le calme est revenu, le jardin guéri, la pelouse a été replantée. On dira que j'ai été cruel, impitoyable, peut-être, mais qu'est-ce que la cruauté? Est-ce de tendre un miroir à des monstres? Je ne leur ai rien pris qu'ils ne considéraient pas déjà comme leur. Je n'ai fait que fermer la porte. L'argent ne corrompt pas. Il ne fait que révéler. Je suis toujours un homme riche. Je suis toujours un vieil homme. Mais pour la première fois depuis la mort d'Éléonore, je ne me sens plus seul. Je m'assois ici, dans son jardin, et je veille sur ses roses